Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Donc à l'occasion de cette discussion qui a été organisée pour le lancement de Flux. Voilà, donc ouvrage consacré au travail d'Erwan Frottin. Je tiens tout d'abord à remercier la maison d'édition Note pour cette invitation et pour avoir organisé cet événement. Donc Xavier Cariou, Mathieu Meyer, les deux fondateurs, et puis leur collaborateur Guillaume Gerbert également. Alors, moi, je m'appelle Clotilde Morette, je suis commissaire d'exposition. Je travaille notamment à la Maison Appel de la photographie. Je présente Erwan, donc j'espère que je ne vais pas trop me tromper sur cette introduction. Donc, Erwan, tu es né en 1978. Voilà. Tu es né à Toulon, dans le sud de la France. Et puis, pour tes études supérieures, tu es parti à l'université de Lausanne et tu as d'abord étudié la médecine et la biologie, puis l'histoire de l'art, et ensuite tu as intégré l'ECAL, qui est l'école cantonale d'art de Lausanne, où tu as étudié la photographie. Et donc en dernière année, juste avant ton diplôme, tu vas être nominé pour au Festival d'Hyères, où tu vas gagner le prix photo, donc juste avant de recevoir ton diplôme, ce qui est quand même pas commun. Tu vas obtenir différents prix en Suisse, prix du design, en 2003, 2005 et 2017. Tu vas également être nominé au prix Ricard en 2011. C'est Éric Troncy qui est le commissaire de cette édition. Éric Troncy qui suit ton travail depuis plusieurs années et qui a écrit notamment plusieurs textes à ce sujet. Et puis très récemment, tu as eu une exposition au musée du Locle en Suisse qui s'est terminée au mois de mars. Et en plus de ce travail artistique personnel, tu as également un travail de commande. Donc très rapidement, à la fin de tes études, tu vas commencer à travailler avec des magazines comme Vogue, Numéro, Another Magazine, le New York Times aussi. Tu vas travailler avec des maisons de mode comme Dior, Louis V, Vuitton. Enfin, j'en cite quelques-unes, voilà. Et si je parle de ce travail de commande, c'est parce que selon moi, il est aussi très important parce qu'il y a une grande cohérence à la fois entre ton travail plastique et ce travail pour la mode. Ce qui est quand même suffisamment rare dans le travail, chez les photographes en fait, pour le signaler. Et parfois, ces photographies se rencontrent et s'en mêlent aussi dans ton travail artistique. Et donc, pour commencer cette discussion, peut-être que le mieux, c'est de revenir aussi à la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc c'est ce livre, Flux. Et Flux, c'est le nom d'un projet que tu as initié il y a maintenant 12 ans. Et ce serait peut-être intéressant que tu nous racontes quelle a été la genèse de ce projet, en quoi il consiste. Et en 12 ans, j'imagine aussi qu'il y a eu des variations, il y a eu des changements sur ta manière aussi de le penser. Il y a beaucoup de commissaires d'exposition, et je pense notamment à Éric Troncy, qui lui est vraiment très axé sur l'art contemporain, peut-être moins la photographie, et ça explique peut-être pourquoi en fait il parlait plus de toi en tant que peintre qu'en tant que photographe. Mais je trouve que cette idée de peintre, elle est aussi finalement très juste dans ton travail, parce que c'est un peu, tu sais, comme les impressionnistes qui utilisaient la couleur pour raconter aussi leurs émotions, parce que la réalité ne suffit pas. Et toi justement, quand tu vas prendre ces photos lors de tes voyages, parce que tu travailles à la fois en studio et à la fois en fait en extérieur, en direct avec ce que tu photographies, tu vas les retravailler par la suite. Et tu essayes de raconter aussi une autre histoire qui est peut-être la relation que tu entretiens toi-même en fait avec ces éléments naturels. Oui, ce que tu viens de dire là, en fait, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas peintre et je suis photographe. C'est-à-dire que la réalité m'intéresse, mais elle ne suffit pas toujours, entre guillemets, à décrire ce que je ressens. Quand on photographie une perle ou quand on photographie des ossements, c'est pas la même chose que lorsqu'on photographie en fait des êtres en mouvement. Et du coup, comment ça se passe ce travail avec les oiseaux? Parce que à la fin du livre, tu cites tous tes modèles, donc tes modèles humains, tes modèles non humains, et donc les oiseaux sont cités. Donc ils ont tous un nom. Donc il y a Nora, il y a Titus, Bounty. Et là c'est très mignon. Voilà, ils ont tous des petits noms, très charmants. Et ça veut dire aussi que le fait de les nommer, c'est le fait en fait de prendre du temps avec eux, de les considérer et de créer aussi un dialogue. Et ce dialogue-là, comment il se passe toi, justement quand tu les photographies? Si on prend l'exemple de ces oiseaux-là, ce sont des oiseaux qui sont dressés, donc déjà des oiseaux qui sont habitués à l'humain.
Et je ris parce que c'est vraiment un moment un moment adorable en fait de photographier ces oiseaux. En fait, c'est une rencontre comme avec comme une personne, un modèle humain que je vais approcher, que je vais apprendre à connaître, à comprendre, et ensuite seulement à photographier. Dans toute cette phase d'approche, il se passe la même chose avec l'oiseau, comme avant de faire une photo avec un humain. Donc c'est pas si différent. Ça se passe, voilà, ça passe pas par le langage, mais c'est la même phase d'approche. Et alors, ça, du coup, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant quand tu dis c'est pas si différent qu'avec un être humain, parce qu'en fait, dans Flux, donc tu as des photos de sujets très divers. On a des humains, des non-humains, qui sont tous mis à la même échelle. Et ça, cette question aussi, je pense, qui est très contemporaine, de repenser notre relation à l'autre comme une sorte de maillage. Toi, c'est quelque chose que tu as intégré, mais en fait, depuis longtemps. C'est quelque chose qui a commencé à s'établir quand j'étais enfant. Je suis enfant unique et j'ai de la famille, j'ai des cousins et des cousines aimants et aimantes avec qui j'avais des relations. Mais au quotidien, très jeune, je passais beaucoup de temps seul. Et je m'intéressais au monde autour de moi, que ce soit dans un jardin, que ce soit dans un zoo ou dans des livres. Tout ça a créé une sorte de mythologie, c'est-à-dire qu'en lisant des livres sur la nature, sur les animaux, en voyant dans des jardins zoologiques, il y a tout un substrat, un univers qui a commencé à se créer. Et puis après, en grandissant, là c'est différent, parce que quand on devient adulte, on a affaire à ce que communément on appelle la réalité, c'est-à-dire des choses sérieuses, pas drôles, que ce soit de l'administration, que sais-je. Et en fait, c'est très ennuyeux tout ça. Donc, en commençant à travailler sur Flux, j'ai essayé de me reconnecter avec l'approche enfantine, innocente de la nature, mais aussi avec des intérêts spirituels que j'ai. C'est une sorte d'animisme en fait, une sorte d'animiste joyeux dans lequel j'essaie de me relier à l'âme de la fleur, du perroquet, de la personne ou du nuage. Donc c'est à chaque fois une rencontre. C'est pour ça que je dis c'est pas bien différent, parce que pour moi c'est invariablement une rencontre et une relation qui s'établit et un résultat qui est une photographie. Quand tu commences à photographier donc des végétaux, des plantes, tu commences jeune en fait. À l'école, tu commences déjà à avoir ce type de travail. Oui. Et ça, c'est une question que je me posais parce que c'est un sujet classique en fait dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la photographie. Et souvent, c'est vu comme des exercices en fait plutôt techniques quand tu es étudiant. Mais du coup, toi, comment on fait pour finalement trouver son propre vocabulaire, sa propre singularité sur des sujets qu'on a l'impression d'avoir déjà beaucoup vus? Eh bien, je pense qu'il y a deux choses en même temps. Il y a le fait que je me suis beaucoup documenté. Pour moi, c'est très important de savoir ce qui s'est fait dans l'histoire de la photographie parce que j'ai envie de créer quelque chose d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Et il y a une sorte de mouvement inverse qui fait que pour moi, c'est quasiment comme si je faisais de l'art brut. C'est que j'essaie d'apprendre tout ce qui s'est fait et de l'oublier pour faire quelque chose d'à nouveau de très innocent en fait, de très simple. Voilà, on mentionnait les Cales qui est à Lausanne. Il y a aussi le musée de l'art brut à Lausanne qui est important et qui montre un peu le contexte dans lequel j'ai grandi. Et d'un point de vue très pragmatique, donc on disait que tu travaillais à la fois sur place et en studio. Mais alors du coup, tes approches, est-ce qu'elles sont très différentes? Comment tu travailles? Est-ce que tu penses en amont les images que tu vas réaliser? Est-ce que tu te laisses parfois un peu surprendre aussi? Il y a des images dont j'ai l'intuition, dont j'ai une sorte d'image mentale et que je vais chercher à réaliser exactement comme elle m'est apparue. Et à l'autre extrémité du spectre, on a aussi des situations où, essentiellement en voyage, c'est important, essentiellement en voyage, il y a tout à coup des objets ou des situations qui m'apparaissent comme intéressantes. Et là, je vais créer des images que j'avais pas programmées à l'avance. Je sais que tu t'intéresses beaucoup au chamanisme, que d'ailleurs tu as été initié
au chamanisme. Et c'était vraiment bien parce qu'on a une conversation avec Erwan et je me rends compte qu'en fait j'avais plein d'a priori sur ce qu'était le chamanisme et l'idée très préconçue où dans ma tête on prenait de l'ayahuasca et on vomissait partout et voilà. Et donc c'est très limité. Et vraiment on en a parlé pendant 1 heure et c'était vraiment passionnant. Et j'aimerais bien justement, si tu peux, je sais que c'est un sujet qui est complexe, mais l'expliquer aussi, peut-être aussi simplement que tu l'as fait avec moi. Comment justement le chamanisme a aussi modifié ta perception et joue aussi une relation dans ton travail. Déjà, en guise d'introduction, je pense que c'est bien de rappeler que le chamanisme maintenant, c'est un mot qui est très à la mode, qui est très fourre-tout comme ça, et que les gens peuvent se méfier de ce mot à juste titre. Mon expérience à moi est la suivante. Après plusieurs voyages dans la nature, ma relation aux plantes, aux éléments, aux animaux, à travers cette recherche que j'ai quand je vais dans la nature, cette observation, cette relation s'intensifie. Je me rapproche de plus en plus de ces êtres et au bout d'un moment, ce qui se passe, 2013, je m'en souviens, ma perception a commencé à changer naturellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à sentir que les 5 sens, ça allait au-delà des 5 sens habituels. Il y avait des sortes d'intuitions qui m'arrivaient directement de plantes ou d'éléments dans la nature. Et j'ai commencé à faire un peu des recherches, j'ai discuté avec des amis, j'ai commencé à faire certains stages pour approcher des techniques traditionnelles qui ne font absolument pas usage d'ayahuasca ou d'autres drogues, mais simplement de sons, comme le son du tambour, des choses très simples, simplement pour rentrer dans un état de conscience modifié qui favorise ces perceptions. D'approche de la nature avec une ouverture qu'on n'a pas dans la vie quotidienne comme ça en claquant des doigts. C'est pas possible, il faut être dans une certaine disposition d'esprit et je pense que c'est ce que j'ai atteint spontanément, naturellement par un genre de méditation en étant dans la nature, par une sorte d'attention extrême à ce que j'observais. Et en apprenant certaines techniques, j'ai commencé à comprendre j'ai commencé à comprendre encore mieux ce qui se passait quand je prends des photographies. Est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur les photographies d'humains que tu réalises ? Les photographies d'humains sont venues dans le processus un peu plus tard que les autres. Ce sont des humains colorés. Il y en a une là. Et quand on regarde ces portraits assez rapidement, on peut se dire « Ah oui, en fait, il s'agit uniquement de personnes transsexuelles ou non-binaires. » Mais ce qui est important pour moi, c'est que ces personnes sont là, telles que je les ai rencontrées, et dans une certaine mesure transformées par la couleur. Leur identité et la couleur appliquée sur leur corps créent des personnages qui ont été à moitié fantasmés avant d'être pris en photo et à moitié improvisés. Donc, présentation brève, Salia Hodar, vous êtes écrivaine, vous avez publié de nombreux livres aux éditions POL, vous avez également mis en scène beaucoup de pièces de théâtre et vous êtes directrice littéraire du premier tome de Flux. Xavier Cariou, donc vous êtes le cofondateur avec Mathieu Meyer de Note Édition et Artifice, voilà, oui, qui est Artifice, qui est une boîte de post-production. Et il y a 2 ans, avec Mathieu, on a décidé de monter Note Édition. Donc voilà, chacun on avait une passion pour le livre. On s'est rencontrés il y a à peu près 4-5 ans. Moi en tant que post-producteur et Mathieu en tant que directeur artistique. Et puis en 2020, on s'est lancé. Et du coup, question très générique, mais comment vous vous êtes rencontrés ? Comment s'est passé la rencontre avec Erwan ? Parce que c'est le premier livre, toi, que tu fais. Oui. Et aussi, comment on travaille à partir d'une banque d'images aussi vaste ? Moi, Erwan, je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais son travail commercial, mais je connaissais pas son travail artistique. Et c'est Mathieu qui connaissait Erwan. Et on était à la recherche d'un 2e livre. Et Mathieu m'a parlé que Erwan avait fait donc ce travail de 10 ans
et qu'il y avait quelque chose à aller voir, à chercher. Donc c'était la période 2020 un peu difficile, beaucoup de Zoom, et on s'est rencontrés comme ça en fait. Alors je vais vous raconter, alors nous, avec Erwan on se connaît depuis longtemps, c'est vraiment l'histoire d'une amitié, alors ça se résume pas comme ça, mais juste pour vous dire, et tu parlais tout à l'heure de mise en scène, quand même c'est amusant de penser qu'on s'est rencontrés autour d'un geste de mise en scène, d'un personnage que tu avais créé, avec un ami comédien. Et donc, on peut dire qu'un de mes premiers textes de théâtre, mais un texte tout court, c'était de faire parler cette créature que vous aviez créée. Et je trouve que là, il y a comme un écho très, très troublant. Le travail d'Erwan, donc on se fréquente beaucoup, on se montre ce qu'on fait, voilà, tout simplement, s'accompagne et de surprises, et d'étonnement, et aussi beaucoup de joie, d'humour, de rire, ou au moins de sourire, combien il y a de l'humour dans ton travail et dans ta personne. C'est des choses qui comptent beaucoup et qui sont très liées à, je sais pas, je crois, l'attachement que j'ai à notre amitié, notre relation et à ton travail. Ce projet, cette invitation, parce que je me sens une invitée, moi, dans ton travail, qui existe depuis longtemps. Donc, je suis invitée et moi-même, j'invite à tes côtés, parce que tous les deux, nous lançons des invitations pour les volumes à venir. Le texte, il est second, mais pas secondaire. Il est second dans le volume, ça c'est très important. Il faut d'abord qu'on passe du temps comme lecteur avec les images, et ensuite il y a des textes qui vivent leur vie, qui sont en résonance avec les images, mais qui aussi sont des petites entités autonomes. Et une chose dont je suis très, très heureuse et très fière, c'est que à mesure qu'a germé l'idée d'écrire et d'inviter d'autres auteurs, j'ai encouragé Erwan à écrire lui-même. Et je peux vous raconter une anecdote qui est le point de départ de mon texte, le début de la fiction. C'est que j'aidais Erwan à déménager. Nous étions dans les livres, donc il m'avait invité pour déménager sa bibliothèque. Et ce qui est une façon, d'ailleurs très intime, d'approfondir aussi une amitié, de voir ce qu'il y a dans la bibliothèque de quelqu'un. Et la bibliothèque d'Erwan est très fournie en livres d'art, en livres de photographie, mais aussi en livres d'histoire naturelle. Et parmi les livres inclassables, il y avait Des airs vivants, qui est maintenant que personne ne connaît, mais quand même, sachez-le, une édition d'abord américaine de Walt Disney, qui a été traduite en français, mais pas simplement traduite, c'est-à-dire que le concept de ce livre, donc, qui associait des photos animalières assez extraordinaires, de savane pour le premier numéro, était accompagné de textes. En France, c'était à peu près la moitié des vedettes de chez Gallimard qui écrivaient. Donc à l'époque, je ne sais pas, 54, Mauriac, André Mauroy, Marcel Aimé, Monterland. Donc tu m'as dit à cette occasion que Walt Disney était un grand modèle pour toi. Et j'ai trouvé ça vraiment troublant, comme une clé que j'avais jamais eue encore. Bon, en ce qui me concerne, j'ai voulu donner la parole à un maximum de créatures à l'occasion d'une promenade un peu rêvée, comme ça, comme en rêve. Donc tu parlais de tous les noms latins. Moi, ce ne sont pas des noms en latin, mais j'ai voulu énumérer un maximum d'êtres comme ça, comme une espèce de voyage dans les noms quand même. Pour le coup, je me suis dit que là, c'était à moi de les inviter. Donc c'est comme un chœur d'animaux et de plantes. Et de comment dire, tous les règnes. Enfin, j'ai essayé d'inviter un maximum de règnes et je les fais parler comme ça. Donc c'est comme un chœur comme ça. Merci Célia. Ce qui est intéressant en fait pour la genèse de ce livre, c'est que Erwan nous a laissé se perdre au départ, parce qu'il y a une somme d'images. D'ailleurs, je ne sais pas combien tu as fait d'images, Erwan, sur ce projet. Ouais, ça sert à rien de le dire parce que c'est... C'est énorme. Et donc, je crois que volontairement, il a bien fait. Il nous a laissé se perdre, comme il dit, se jeter à l'eau et essayer d'apprendre à nager. C'est aussi toute l'histoire de la couverture qui ne ressemble pas à un livre photo. Et dans le format aussi, l'idée, c'était d'amener ce livre de photographie ailleurs, faire une espèce d'ovni. Moi, je rêvais un peu d'une pochette de disque psychédélique qui pouvait aussi... Justement, c'était encore une façon de parler des inspirations d'Erwan sans parler de la photographie d'Erwan. C'est aussi pour cela qu'il n'y a pas d'image en couverture. On ne voulait pas être littéraux là-dessus. Et c'est pour cela qu'on est parti sur ces décors qui sont une espèce de mélange entre de l'iconographie moyenâgeuse et de l'iconographie hindoue. Et aussi ce petit signe que, au début, il était
très petit. Erwan est venu avec ça, tiens, en fait, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On a essayé de le faire un petit logo et tout d'un coup, c'est devenu ce double phénix majestueux. Et moi, j'ai une question à poser à Erwan, c'est après avoir fait un travail de 15 ans aussi intense sur un thème bien particulier, comment tu vois la suite? Est-ce que tu as un projet qui va venir derrière? Quand j'ai commencé à avoir l'intuition de ce projet, je me suis dit que ça devait être un projet avec lequel je pourrais vivre toute ma vie, qui ne se démoderait pas. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers la nature. Mais disons que le lien entre la photographie et ce que je vis, moi, en tant qu'individu, risque de grandir. C'est en tout cas l'intuition que j'ai depuis ces 2-3 derniers mois, depuis qu'on a imprimé le premier volume. Pour rebondir un peu sur la remarque de Xavier, moi j'adorerais se fixer un rendez-vous que je nous imagine très vieux dans une maison, une cabane, et continuer à faire nos séquences, peut-être pour un flux, je ne sais pas, ce sera le flux 5 ou le flux 22, mais ouais, j'aimerais bien. Est-ce que l'expérience du livre, alors, va changer tes envies d'accrochage de tes expositions? Et c'est fort probable, dans le sens où j'ai toujours conçu les photographies de ce projet comme étant, on va dire, chaque photographie unique pour moi fonctionne vraiment comme un mot ou une lettre dans ce projet. C'est pour ça que dès le début, l'idée d'en faire un livre était primordiale et indispensable. Je ne pense pas être encore arrivé à trouver une forme optimale en accrochage pour rendre compte de ça. J'ai déjà fait quelques essais, par exemple l'exposition Locle allait dans ce sens-là, mais pour moi, il y a besoin d'expérimentation dans l'espace du musée ou de la galerie qui n'a pas encore eu lieu. Je sens encore quelque chose qui demande à être développé à ce niveau-là, pour que le lieu en entier devienne comme l'espace de la poésie et un développement de couleurs et de poésie qui aille encore plus loin. Merci.